Merci pour l'invitation, tout d'abord. Je suis ravie d'être parmi vous de Paris, c'est sûr, où il fait sûrement moins beau qu'à Marseille. Donc je vais essayer d'avoir un focus spécifique sur une seule santé et établissement de santé, mais des fois, je serai peut-être juste sur le secteur santé humaine et j'irai peut-être un peu plus loin que les établissements de santé, donc sur la ville et les ESMS de temps en temps. Donc tout d'abord, un petit rappel de l'importance du sujet, de la prévention des infections et de l'antibiorésistance. La lutte contre l'antibiorésistance est une priorité mondiale identifiée par l'OMS comme l'une des plus grandes menaces pour l'humanité. Il y a un plan d'action global qui date de 2015, qui est utilisé au niveau international et qui avait été publié par l'OMS. Au niveau européen, c'est également une priorité de longue date, avec un plan d'action qui a été réactualisé en 2017, vous le voyez à gauche, régulièrement des conclusions du Conseil, les dernières datant de 2019, et également dans la lettre de mission de la commissaire santé Stella Kyriakides, l'antibiorésistance est une des priorités qui est citée. Du fardeau et de l'importance en termes de santé publique, on a des données qui datent de 2015 qui ont été publiées par le CDC en lien avec Santé publique France, qui parlent d'à peu près 125 000 cas par an dans notre pays d'infections à bactéries multirésistantes. Donc ce n'est pas la totalité des infections résistantes aux antibiotiques, c'est le sous-groupe des infections les plus résistantes. Environ 2 tiers de ces infections multirésistantes sont associées aux soins. Donc, il y a quand même un tiers qui sont des infections communautaires qu'on attrape en dehors du lien avec les soins. Et il y a plus de 5 500 décès attribuables à l'antibiorésistance en France par an. Quand on regarde un petit peu en termes de comparaison à d'autres grandes pathologies ou maladies, on voit que le fardeau européen de l'antibiorésistance est celui cumulé de la grippe, du VIH et de la tuberculose. Donc, c'est considérable en termes de fardeau de santé publique. Comment on lutte contre l'antibiorésistance? Il y a 2 piliers principaux. Le premier pilier, c'est éviter de tomber malade, éviter d'avoir des infections, qu'elles soient communautaires ou associées aux soins, et limiter la transmission des bactéries, des virus, des gènes de résistance. Alors pourquoi je parle des virus alors qu'évidemment les antibiotiques ne sont utiles que pour les infections bactériennes? C'est parce qu'on sait qu'il y a des antibiotiques prescrits par excès dans des infections virales, parce que des fois le diagnostic n'est pas aisé. On a vu que les patients Covid recevaient pas mal d'antibiothérapie par excès, et c'est le cas tous les ans habituellement. Lorsqu'il y a les pics de grippe saisonnière, on voit qu'il y a un pic d'antibiothérapie dont la plupart sont inutiles. Le deuxième pilier de la lutte contre l'antibiorésistance, c'est le bon usage des antibiotiques. N'en prendre que quand on en a vraiment besoin, et quand on en a besoin, prendre le bon pour la bonne durée, pour la bonne dose, par exemple. Bien sûr, tout ça, donc à la fois les programmes de prévention et de contrôle des infections d'une part et les programmes de bon usage des antibiotiques d'autre part, doivent être déclinés dans les 3 secteurs, les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux et la ville. Et tout ça doit être fait en One Health, santé humaine, santé animale, santé des écosystèmes, et vous le savez mieux que moi, parce que bien sûr, les bactéries et les virus n'ont pas de frontières. Et tout ceci se transmet d'un monde à l'autre, si je peux le dire comme ça. Et bien sûr, ça concerne toute la planète. On ne résoudra pas le problème si on se cantonne à la France. Et enfin, l'implication de tous est nécessaire et c'est pour ça que je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Ça doit concerner tout le monde, du citoyen aux professionnels de santé, aux décideurs politiques, aux administratifs de la santé, parce qu'il n'y a que ça qui permettra de changer les choses de manière réelle et durable. Ces stratégies, qu'elles soient prévention, contrôle des infections, bon usage des antibiotiques, sont coût-efficaces. L'OCDE l'a bien montré dans un rapport qui date maintenant de 2018. Pour 1,5 € investi, on gagne ou on économise 4 €. Donc, ça fait faire des économies au système de santé. Quand on regarde un peu les prescriptions antibiotiques en France, elles se répartissent en ville à 80%, et les 2 plus gros prescripteurs, ce sont les généralistes, 70%, suivis par les dentistes, 10%, et 20% des antibiothérapies sont prescrites dans les établissements de santé, dont 1 tiers pour des patients hospitalisés. Donc ça veut dire qu'il y a 2 tiers qui relèvent de prescriptions de consultation, sortie d'hospitalisation, patients vus aux urgences non hospitalisés par exemple. Et quand on regarde des évaluations de la pertinence de ces prescriptions antibiotiques, on voit qu'il y a une marge d'amélioration considérable puisqu'environ 1 tiers de ces prescriptions sont inutiles, 1 tiers inappropriées et 1 tiers sont conformes aux recommandations. Donc maintenant, je vais vous présenter un panorama très bref de la stratégie nationale dont l'animateur a déjà parlé. Il faut savoir que la lutte contre les infections associées aux soins, l'antibiorésistance, est une priorité de longue date pour les pouvoirs publics français, puisqu'on a des plans nationaux de lutte contre les infections nosocomiales qui se sont étendus aux infections associées aux soins depuis les années 90. Depuis 2001, on a des plans nationaux en santé humaine qui promeuvent le bon usage des antibiotiques. Ça s'est étendu au secteur santé animale en 2012 avec le plan Éco-Antibio.
Et enfin, on est passé à un vrai plan interministériel Une seule santé en 2016 en France. Tout ceci, tous ces efforts de longue date commencent à porter leurs fruits puisqu'on voit une tendance à la baisse des antibiothérapies dans les 3 secteurs ces dernières années. On voit également une tendance à la baisse de certaines infections associées aux soins et on voit une tendance à la baisse de certaines résistances, de certaines bactéries à certains antibiotiques. Donc ça marche, on arrive à avoir un impact même si la marge d'amélioration est encore considérable. Donc il nous faut poursuivre et renforcer nos actions. Ceci, c'est la feuille de route interministérielle de 2016 dont j'ai parlé, qui est en cours d'évaluation par les différents corps d'inspection des 7 ministères concernés. Il y aura donc probablement une nouvelle feuille de route qui sera lancée possiblement en 2023. Elle est complétée par une déclinaison sectorielle santé humaine que vous voyez à gauche, qui a donc été annoncée effectivement le 7 février dernier, qui s'appelle Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance. Et elle est complétée à droite par un dossier de presse très court, si vous voulez regarder ces quelques pages, si vous voulez une prise en main rapide sur le sujet. Cette stratégie se décline en 9 axes. Donc, le premier, ça vise beaucoup le grand public. Le deuxième, c'est le parcours, on va dire, citoyen ou professionnel de santé. Le troisième, c'est plutôt axé sur les professionnels de santé. Quatrième, sur le maillage territorial. Cinquième, la surveillance, les données. Sixième, la recherche. Septième, préservation de l'environnement. Le huitième, c'est tout ce qui est innovation et maintien de l'arsenal thérapeutique sur le marché. Et le neuvième, c'est l'international. Je ne vais pas passer en revue tout ça, bien évidemment, je vais juste citer quelques exemples. Ce qui est très important, c'est que ces 42 actions qui composent donc les 9 axes, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas un déploiement régional et local. Et on l'a bien marqué à plusieurs reprises dans ce document de la stratégie. Il est indiqué ici que chaque action de la stratégie présentée dans le document doit être appuyée et relayée au niveau national, régional et local par toutes les entités citées dans la stratégie pour espérer obtenir un déploiement réel, durable et homogène des actions sur le terrain. Et on a co-construit cette stratégie avec de très nombreuses parties prenantes, de très nombreux acteurs qui sont tous cités et qui ont donc un rôle essentiel à jouer sur la déclinaison opérationnelle réelle sur le terrain de cette stratégie nationale. On a également inclus beaucoup d'indicateurs d'impact pour évaluer les politiques de santé qui sont déployées. Là, c'est juste 4 exemples. Il y en a 43 au total, dont 18 sont vraiment ciblés pour des actions de communication. Donc, si j'en cite un, par exemple, c'est réduire de 25% la consommation antibiotique en ville entre 2019 et 2025. Ou ça peut être également que plus de 80% des patients ont reçu une information concernant l'hygiène des mains quand ils sont hospitalisés. Après quelques exemples concrets, plutôt One Health et plutôt établissement de santé quand c'est possible, il y a une action qui vise à développer l'outil eBug, qui est une ressource pédagogique disponible gratuitement auprès des enseignants, des parents, des enfants pour l'éducation des enfants et des adolescents sur tout ce qui est microbes. Donc c'est du One Health et ça permet d'éduquer sur les microbes, l'hygiène, les infections, les antibiotiques, la vaccination. Et donc ça, on poursuit le développement de cet outil éducatif. Une deuxième action, la 1.3, c'est sur le service sanitaire des étudiants en santé. Là aussi, c'est toujours dans un esprit One Health, c'est faire en sorte que la thématique de prévention des infections et l'antibiorésistance, qui est maintenant une priorité nationale, soit réellement déployée sur le terrain avec différentes actions comme la mise à disposition de ressources éducatives. Action 14, celle-là aussi, elle est une seule santé, c'est renforcer la formation des administratifs de la santé et du médico-social sur la thématique en lien avec l'EHESP. L'axe 7 est vraiment dédié au One Health, puisqu'il y a différentes actions comme la 36 sur la pollution environnementale lors de la production des antibiotiques. La 37, c'est lors de l'utilisation des antibiotiques, avec 2 actions phares, la dispensation à l'unité et sa promotion en officine de ville, et le fait de rapporter les antibiotiques non consommés à la pharmacie d'officine en s'appuyant sur Cyclamed. L'action 38, c'est tout ce qui concerne les DASRI, donc les déchets liquides ou solides lors des soins, de manière plus générale, et les DASRI en particulier. Ça, ce sont des brochures également assez brèves qui vous permettent d'avoir en un coup d'œil un panorama un petit peu des actions menées. À gauche, c'est une brochure Une seule santé qu'on vient de sortir pour accompagner une conférence ministérielle dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui a eu lieu ce lundi, qui était Une seule santé sur la thématique. Et à droite, c'est le rapport annuel de nos activités. Là, c'est le rapport des actions 2020 qui est paru l'année dernière. Celui des actions 21 est en cours de finalisation et devrait paraître dans les semaines qui viennent. Et enfin, j'avais essayé d'être brève, mes coordonnées, le site, l'espace du site du ministère sur lequel vous retrouvez des informations. Et je m'arrêterai là pour qu'on puisse échanger.